Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. L'actualité, un homo, Ousmane Sonko. Ses partisans sont en train d'affronter les forces de l'ordre un peu partout à Dakar. Des tensions qui ont démarré à la cité Keur Gorgui, près de la maison du leader de PASTEF. Nous y serons en début de journal. Les affrontements ont repris selon notre reporter sur place, Youssouf Konté. D'autres affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 15 heures. La circulation est complètement bloquée sur l'avenue. Les étudiants membres du PASTEF se disent déterminés. Même le magasin Auchan Sacré-Cœur est victime collatérale de ces manifestations. La boutique a été saccagée et brûlée. Même scénario à Paris, les partisans de PASTEF font manifester devant le consulat général. Les détails à suivre dans ce journal. Les actualités des sports, ensuite un chapitre présenté par Pape Malick Diaw. Nous sommes lundi 8 février. Une journée de tension dans plusieurs quartiers de Dakar. Les partisans d'Ousmane Sonko se sont unis en un seul front pour faire face ensemble aux forces de l'ordre. Ces affrontements ont causé de nombreux dégâts. Nous sommes en ligne avec notre reporter Youssouf Konté. Bonsoir. Bonsoir Adama Anouchkaba. Et vous êtes actuellement à Sacré-Cœur, non loin de la maison de Ousmane Sonko, là où ont démarré justement ces affrontements depuis ce matin. Comment est-ce que la situation a évolué depuis ce matin ? Oui, Adama Anouchka, il faut dire que la nuit tombe au Sacré-Cœur, mais les militants d'Ousmane Sonko sont venus nombreux se masser devant la porte de leur leader. Ils sont venus témoigner leur affection au chef de parti PASTEF, les Patriotes, qui est cité dans une affaire de viol et de menace de mort sur une masseuse. Ces militants et sympathisants crient à tue-tête que Ousmane Sonko ne va pas déférer à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Ousmane Sonko serait dans la maison lui-même. Selon des sources. Et Ousmane lui-même, il nous dit qu'il exige d'abord la levée de son immunité parlementaire pour qu'il puisse déférer à la convocation. Adama, il faut dire que ces affrontements ont causé beaucoup de dégâts aux riverains, des maisons caillassées, des véhicules brûlés, de la pollution atmosphérique à cause des gaz lacrymogènes, des embouteillages monstres. Donc les riverains disent avoir vécu aujourd'hui un calvaire total. Les forces de l'ordre et de sécurité ont sommé les partisans d'Ousmane Sonko de vider les lieux. Et ces partisans sont en train de poser un niet catégorique. Ils disent qu'ils ne vont pas quitter les lieux. Et donc, ils sont plus que déterminés. Ils disent qu'ils vont passer la nuit devant la porte de leur leader, Ousmane Sonko. Les agents de sécurité n'ont eu de cesse de rappeler à ces militants-là que l'heure du couvre-feu, c'est à 21h. Mais ces derniers semblent boucher leurs oreilles. En attendant qu'il soit 21h, les forces de l'ordre ont du pain sur la planche, Adama. Merci beaucoup Youssouf Konté pour ce compte rendu. Vous êtes à Sacré-Cœur. Notez aussi que le magasin Auchan de Sacré-Cœur a fait les frais de la furie des manifestants. La grande surface a été brûlée et pour l'heure, l'étendue des pertes n'est pas encore établie. Et depuis 15 heures, d'autres affrontements ont éclaté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants pro-Sonko et forces de l'ordre. Des blessés des deux côtés et autres dégâts matériels. Et même la France a eu droit à ces manifestations des militants du PASTEF. Ils ont pris d'assaut aujourd'hui le consulat général de Paris avec des slogans hostiles au gouvernement de Macky Sall. Et oui, la police française a quand même eu du mal à disperser la foule. Abdou Latif Diop. L'affaire Ousmane Sonko, accusé de viol par une jeune masseuse à Dakar, a créé l'ire de ses partisans en France. Les militants de PASTEF France ont organisé ce lundi après-midi un rassemblement devant le consulat général du Sénégal à Paris pour dénoncer ce qu'ils appellent une cabale montée contre leur leader. Plusieurs dizaines de militants patriotes se sont massés devant la porte de la représentation consulaire en scandant des slogans hostiles au régime de Macky Sall. Cette manifestation, escortée par un très grand nombre de services d'ordre français, a viré à des affrontements. Pendant plus d'une heure, les services d'ordre français ont essayé de repousser les manifestants qui ont tenté en vain de résister aux policiers. Aucune arrestation n'a eu lieu, mais les partenaires et sympathisants d'Ousmane Sonko ont bien réussi le coup de faire du bruit devant le consulat
pour manifester leur mécontentement dans l'affaire de viol présumé au salon Sweet Beauté. Retour sur Dakar, c'est bientôt l'heure du couvre-feu à 21h. Les manifestants sont invités à se replier. L'appel est lancé par un responsable du PASTEF, Djibril Gueye, que nous écoutons. Tous les gens ici sont déterminés et nous sommes convaincus de votre détermination. Mais votre leader, Ousmane Sonko, a décidé de suivre la procédure. Donc en tant que militants, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cette procédure. Le couvre-feu arrive, donc je veux que chacun prenne ses dispositions pour ne pas être arrêté pour violation du couvre-feu, ce qui pourrait amener d'autres problèmes. Je vous demande de vous replier et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute. Et comme vous le savez, Ousmane Sonko a fait face à la presse hier pour justement démentir toutes ces accusations portées contre lui. Il s'est largement expliqué sur les motifs de ses fréquentations du salon de massage en question. Après avoir dénoncé un complot de l'État du Sénégal, le leader de PASTEF a exprimé un refus de déférer à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane ce lundi. Donc, le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a adressé une correspondance au commandant de la section de recherche. Ces 6 avocats lui demandent de se conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 58 de la loi organique portant règlement de l'Assemblée nationale. Le maire des Parcelles Assainies, membre de la mouvance présidentielle, tient à préciser que ces événements ne sont pas politiques. Moussa Sy invite, ou visiblement pas convaincu des arguments d'Ousmane Sonko, l'invite à plus de sérénité. Megui Maram Ndiaye pour les détails. La consigne donnée par le président Macky Sall à ses militants et à ses alliés de ne pas se prononcer sur l'affaire Ousmane Sonko est passée inaudible dans l'oreille du maire des Parcelles Assainies. Moussa Sy, toute griffe d'or, démasque Sonko. Il n'est pas convaincu par les arguments du leader du parti PASTEF. On a vu qu'il n'était pas serein, c'est ça la vérité. Le Ousmane Sonko qu'on reconnaissait n'était pas le même qu'hier. Donc aujourd'hui, il faut accepter qu'il doit gérer cette affaire qui est une affaire civile, une affaire privée et non politique. Donc Benno Bokk Yakaar et le président Macky Sall n'ont rien à voir avec ça. Dans ses arguments réfutés par le PCA du port autonome de Dakar, Ousmane Sonko parlait de complot avec l'utilisation des armes non conventionnelles. Aucune connotation politique, réplique Moussa Sy. Il se reproche quelque chose, c'est ça la vérité. Parce que Ousmane Sonko qu'on connaissait, on ne le retrouve plus. C'est ça la vérité. On a beaucoup de respect pour lui, mais il faut qu'il accepte aujourd'hui d'être un homme courageux, d'aller affronter la dame au niveau des forces de défense et de sécurité et de se laver la main. Je pense que c'est ça qui est important. Il n'y a aucune connotation politique dans cette affaire. C'est une affaire purement civile, purement privée. Même si son avenir politique n'était pas menacé avec cette histoire de viol présumé, Sonko ne peut pas ébranler le pouvoir en 2024. Moussa Sy est catégorique. Ousmane Sonko, pour qu'il ne peut pas s'autoproclamer déjà président du Sénégal, élu. C'est insulter les Sénégalais. C'est insulter notre intelligence. Il faut qu'il nous respecte. C'est un honorable député. Mais les résultats de 2019 ne seront pas les résultats de 2024. Ensuite, Dieu seul sait. Prions d'abord que nous soyons là en 2024. Soyons quand même sérieux. Les législatives, on n'a pas encore organisé d'élection. Il dit qu'il va gagner la présidentielle de 2024. Il faut qu'il arrête. Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies, pas convaincu par les arguments d'Ousmane Sonko. C'est pourquoi il invite le leader du parti PASTEF à la sérénité et à la responsabilité. Ces menaces ne passeront pas, selon lui. Et cette information que nous venons de recevoir de notre correspondant à Ziguinchor, d'autres manifestations ont éclaté à Ziguinchor, oui, entre les partisans de Ousmane Sonko et les forces de l'ordre, et plus précisément dans les quartiers d'Indiane et HLM Nema. Moussa Sy était donc l'invité de Tok Tok Sénégal ce lundi sur ITV. D'autres sujets évoqués, la suppression des villes notamment. Le maire des Parcelles Assainies se dit favorable à une réforme du code des collectivités territoriales. Ses explications. Pour moi, c'est le problème de moyens et non une suppression de collectivités. C'est un problème de moyens. Il faut réformer le code. Il y a beaucoup d'incohérences. Il faut faire le toilettage du code général et permettre à chaque ordre de collectivité d'avoir des compétences
et qu'il soit lisible et que chacun se limite à ses compétences. Maintenant, aujourd'hui, les villes n'ont plus de charges importantes. Toutes les charges sont au niveau des communes, qui sont devenues des communes de droit commun, avec des compétences, mais aussi des devoirs. C'est important. Et ces charges-là sont importantes. Donc la ville n'a pas de population électorale, elle n'a pas de territoire. C'est les collectivités locales, territoriales, communes qui ont ces compétences-là. Une suppression ou bien une réforme pour donner à la ville des compétences claires, aux communes des compétences claires et chacune de ces collectivités-là avec ses moyens. Et je pense que nous allons nous retrouver parce que c'est ça qui est important. Il faut discuter, il faut échanger et trouver la bonne solution. Ce n'est pas la peine d'aller à des tiraillements, ce n'est pas la peine. Non, il n'y a aucune décision politique, c'est un problème de cohérence. Moi, j'ai 24 écoles élémentaires, j'ai 80 mosquées, j'ai 6 postes de santé, j'ai un centre de santé, j'ai presque 50 à 60 associations sportives. La ville n'a pas de territoire. J'ai des impôts locaux qu'on reverse à la ville. Le foncier bâti 700 millions à la ville, la taxe sur les ordures ménagères à la ville, mais il faut arrêter ça. Il faut que ces ressources-là reviennent à la commune. Et voici à présent le bulletin santé du jour. 7 décès, 297 nouvelles contaminations au coronavirus sur un total de 2361 tests réalisés. 295 patients ont été déclarés guéris et 58 autres sont toujours en réanimation. Après une semaine de vacances, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. À noter que plusieurs réaménagements ont été opérés dans les établissements scolaires en raison de la deuxième vague de contamination au coronavirus. Abouté Disso et Sidignon ont fait un tour à l'école Mangui. Reportage. Nous sommes à l'école Diaraf Ibrahimbaye ex-Mangui 1. La reprise des cours est effective depuis ce lundi. Dans cet établissement primaire, la journée continue préconisée récemment par les autorités administratives n'est pas une nouveauté. Pour le changement d'horaire, nous, on pratiquait ce changement-là depuis très longtemps parce que nous, on fonctionnait comme ça, c'est-à-dire de 8h à 14h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 13h. Il n'y a pas eu de changement chez nous, à mon sens. Donc, c'est notre emploi du temps type quand même qu'on déroulait depuis vraiment belle lurette, quoi. Donc, seulement, compte tenu de la propagation de la pandémie et de la difficulté à respecter la distanciation physique, l'appréhension est palpable. Par rapport à la Covid, la distanciation physique, elle est un peu difficile à respecter vu l'effectif. Le nombre de tables qu'il y a dans chaque classe. Nous avons peur, comme tout le monde, puisque c'est un virus qui se transmet par contact. C'est pourquoi nous faisons tout pour respecter le protocole sanitaire. S'ils peuvent renforcer les mesures barrières, je crois que ce serait mieux pour tout un chacun. Avec cette hausse des cas de contamination à la Covid-19, le respect de la distanciation physique reste donc un problème préoccupant dans les établissements scolaires. On retiendra également de l'actualité cette formation de 200 enseignants à Guédiawaye, un atelier de renforcement de capacité que Mamadou Lamine Fati a suivi pour ITV son compte rendu. Les enseignants retournent sur les bancs pour un apprentissage de la pédagogie pour l'obtention du CAP. En tant que réseau, nous avons pensé opportun et important d'accompagner nos collègues et camarades qu'ils puissent parfaire leur formation en vue aussi de réussir à d'autres concours tels que le probatoire. Mais la particularité de cette année, c'est à la suite d'une forte demande des enseignants du privé qui ont exprimé le besoin d'être accompagnés pour préparer le CAP. Un diplôme qui va permettre aux enseignants de gravir d'autres échelons du système éducatif, selon le coordonnateur national adjoint du réseau des enseignants de l'APR. Parce que l'enseignant a besoin du CEAP et du CAP, surtout les enseignants du privé. Et ça peut leur permettre aussi d'intégrer la fonction publique. Alors donc, de ce fait, l'enseignant aussi qui dispose de ces diplômes aussi peut suivre normalement sa carrière. Parce qu'avec ces diplômes, ça te permet de postuler à d'autres stations. Avec la reprise des cours, les enseignants invitent le ministère de l'Éducation à renforcer les mesures barrières dans les écoles pour limiter la propagation du virus. Et s'il le faut même ajouter, si c'était possible, des ASP au niveau de chaque établissement pour vraiment aider le personnel enseignant à contrôler en tout cas les aspects sanitaires. Tout ça pour essayer de limiter la propagation de la maladie. Une formation continue des enseignants pour l'obtention du CAP et du PROBA, en particulier les enseignants du privé, qui sont organisés en 2 cohortes de 100 pour les préparer à obtenir leur parchemin vers l'éducation.
Merci Mamadou Lamine Fati. Rebondissement dans le contentieux qui oppose les ex-travailleurs de la Société des Salins du Sine Saloum et la direction. Ces 98 agents ont pourtant obtenu victoire devant le tribunal de Kaolack, mais ils réclament un suivi de leur dossier. Leur coordonnateur Khalifa Dian répond à Adama Sarr. Vous le savez, donc le tribunal du travail de Kaolack a donné son verdict à notre faveur et condamne ladite société de nous payer nos droits après d'avoir violé la législation du travail. Donc nous avons eu des informations à propos toujours du dossier que ladite société, à travers son directeur général, le colonialiste Guy Deschamps, il a fait un appel. Je sais qu'on est au courant sur les pages qu'il voulait faire. Nous savons que la justice sénégalaise est une justice équitable et indépendante. Et nous espérons, jusqu'à preuve du contraire, le droit est avec nous. La majeure partie, je peux dire, tout le monde, ce sont des chefs de famille. Donc, ils ont des charges sociales. La majeure partie du collectif sont en sous-location. Ils ont vidé dans leurs appartements. Donc il y a des gens qui sont tombés malades, comme il y a des gens qui sont paralysés, il y a des gens qui ont du cataracte, et ainsi de suite. C'est le même colon qui a exilé Cheikh Amadou Bamba. Le même colon qui a maître notre grand-père Aladji Abdoulaye Niass, le grand résident surveillé. Il existe toujours au Sénégal, particulièrement à Kaolack. Il se trouve au Salin du Sine Saloum. Il nous fait travailler comme des esclaves. C'est ça que nous avons revendiqué, il nous a licenciés. Nous sommes prêts à nous brûler devant les Salins avec notre drapeau. La France règne ou le Sénégal règne. Avant la page des sports, cette information en lien avec ces manifestations qui ont émaillé la journée de ce lundi. Nous venons d'apprendre que la maison familiale située à Louga de l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo a été incendiée par des manifestants. Nous l'avons joint tout à l'heure, mais il ne souhaite pas réagir pour le moment, mais a déclaré qu'une enquête a été ouverte. Bonsoir, Pape Malik Diaw. Bonsoir. Et bienvenue, nous allons parler sport. Oui, football d'abord. Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye ont été respectivement prêtés à Al Ahly et Al Ain en Arabie Saoudite. Effectivement, alors que le mercato hivernal a fermé donc ses portes lundi dernier en France, d'autres clubs pouvaient bien recruter comme en Arabie Saoudite, et raison pour laquelle Al Ahly et Al Ain ont donc respectivement recruté Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye sous forme de prêt, on le rappelle, jusqu'à la fin de la saison. Et ces deux lions de la Teranga donc qui rejoignent l'Arabie Saoudite, des transferts qui font penser à l'équipe nationale du Sénégal avec ce fameux discours d'Aliou Cissé qui avait donc lancé qu'il ne sélectionnerait plus des joueurs qui évoluent dans cette zone, raison pour laquelle Demba Varor s'est prononcé d'abord sur ces transferts et aussi sur les propos d'Aliou Cissé. Pour lui, Aliou Cissé devrait tout simplement sélectionner les joueurs performants où n'importe où championnat où il évolue. Tout simplement, le plus important pour l'équipe nationale, ce sont les performances des joueurs et non le championnat où ils évoluent. Demba Varor que nous écoutons. Pour dire vrai, je sais pas si Aliou change de fusil d'épaule ou pas, mais il avait clairement dit que c'était pas dans ses options de sélectionner des joueurs qui jouent dans cette partie du monde. Donc je pense que s'il respecte un peu sa vision des choses qu'il avait déjà annoncé dans ses précédentes conférences de presse, ces deux joueurs-là seront out. S'il respecte ce qu'il avait dit. Maintenant, c'est dommage pour moi par rapport au football, parce que moi je pense que c'est pas la partie, le championnat où on joue qui détermine la sélection, mais les performances et ce qu'on peut apporter à la sélection. S'il se trouve que Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye à leur poste sont meilleurs, jouent régulièrement et sont très performants, moi je trouve que il est nécessaire qu'on les convoque en équipe nationale et qu'on ne se base pas sur le championnat où ils jouent. La preuve, l'Algérie qui est actuellement championne d'Afrique en titre avait
au moment de la CAN 2019, presque 10 joueurs qui évoluaient en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et leur meilleur joueur durant ce CHAN-là, que ce soit le gardien Raïs Mboli, qui a été meilleur gardien, il évoluait en Arabie Saoudite. Le défenseur qui joue actuellement à Lyon était également en Arabie Saoudite. Donc je pense que le championnat où on joue peut ne pas être une référence en matière, mais les performances. Demba Varor, journaliste à Africa News Sport, sur le transfert donc de Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye. Nous restons d'ailleurs sur cette affaire avec l'avis d'un autre spécialiste ou encore ancien joueur, celui en tout cas de l'équipe nationale du Sénégal et de l'AS Monaco, à savoir Roger Mendy, qui s'est aussi prononcé sur ces deux joueurs sénégalais. Pour lui, économiquement parlant, c'est un transfert excellent pour Pape Alioune Ndiaye, mais par contre pour le jeune Sénégalais, à savoir Mbaye Niang, ce n'est pas du tout bon puisqu'il change de club énormément. Roger Mendy, que nous écoutons. Normalement, non, parce qu'il y a le niveau qui baisse un petit peu par rapport de la France au pays émirats. Donc, c'est différent. Là, on va trouver un autre championnat qui a un niveau beaucoup plus bas que la France. Donc, automatiquement, ça peut chuter. Mais eux, ils peuvent rester comme étant de bons joueurs, voilà. Mais ne vous attendez pas à tellement de choses parce que là, le niveau va baisser automatiquement. Et sur le transfert, heureusement que vous m'avez dit que c'est sur un prêt. Un prêt, je ne prépare cet âge. En plus, à cet âge-là, on peut encore donner quelque chose à 30 ans ou à 27 ans. On peut encore donner dans ce championnat français ou anglais, n'importe quel championnat de ces deux joueurs-là. Parce que le potentiel, ils les ont. Donc, et en plus, ce sont des anciens internationaux, l'expérience y est et tout. Donc, sur le plan de carrière, ça dépend du joueur, quoi, parce qu'on peut être dans un bas niveau et démontrer qu'on est fort. Parce que n'oubliez pas que l'équipe nationale du Sénégal, la base était ici à Dakar, où l'ossature de l'équipe nationale étaient tous des joueurs locaux. Donc, c'est possible. Mais actuellement, le football a beaucoup plus changé. Automatiquement, il faut casser là-dessus parce que là, le niveau est tellement bas de l'autre côté que de la France. Problème, notre inquiétude pour venir de là, quoi. Et on parle à présent du tournoi UFOA U17. Après avoir battu la Gambie 4-2 en match d'ouverture, les Lionceaux retrouvent la Mauritanie demain, mardi, au stade Lat Dior de Thiès pour une place en demi-finale. Effectivement, victorieux donc d'entrée face à la Gambie 4-2. Eh bien, les Lionceaux cadets du Sénégal affronteront ce mardi la Mauritanie pour accéder tout simplement en demi-finale de ce tournoi qui, on le rappelle, pourrait qualifier les Lions du Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais pour cela il va falloir accéder à la finale, et pour accéder à la finale, tout simplement la Mauritanie, un point ou au moins une défaite sur la plus petite des marges. Donc le Sénégal qui va affronter la Mauritanie demain au stade Lat Dior de Thiès, 14h au lieu de 17h comme prévu sur le calendrier. Un match à suivre en direct sur iRadio 90.3. Tour d'Europe des Lions, un week-end de choc avec la victoire de Idrissa Gana Gueye face à Marseille et la défaite de Sadio Mané contre Manchester City. Effectivement, c'est bien dit, c'est le week-end des chocs entre Liverpool, Manchester City et OM Paris Saint-Germain. Un Sénégalais a gagné, à savoir Idrissa Gana Gueye, et un autre a perdu. C'est bien sûr ce Sénégalais, à savoir Sadio Mané de Liverpool, qui est tombé face à Manchester City. Les autres Sénégalais, comme d'habitude, ont fait trembler les filets. Le tout, c'est avec Charles Diop. Nous débutons en France pour ce tour d'Europe des Lions. En difficulté et proche de la zone rouge, l'AS Saint-Étienne respire grâce à sa victoire sur l'FC Metz, 1-0 avec notamment Papa Matar Sarr, Mamadou Lamine Gueye, Pape Abou Cissé titulaire. Idrissa Gana Gueye, quant à lui, a disputé l'intégralité du classique remporté par le PSG sur la pelouse du Vélodrome de Marseille. Dijon a battu Montpellier 4-2 malgré un but sur pénalty signé Moussa Konaté. Monaco a difficilement battu Nîmes 4-3. Moussa Koné et Sofiane Diop étaient titulaires, mais Krépin Diatta est entré en cours de jeu. Rennes et Lens se sont quittés sur un score nul et vierge, un nul en grande partie obtenu grâce à Alfred Gomis qui a tout arrêté sur sa ligne. En Ligue 2, Le Havre a battu Paris FC 1-0 avec une réalisation signée Jamal Thiaré. En Angleterre, pour le choc de la 23e journée, Liverpool et Sadio Mané ont été balayés par les Citizens sur leur pelouse 4-1. Les Reds sont désormais à 10 longueurs de leurs adversaires du jour. Mbaye Diagne et West Brom également ont été battus par Tottenham 2-0 malgré la titularisation
du Sénégalais. Chelsea s'est défait de Sheffield United en Championship. Huddersfield Town et Luton ont fait match nul, un but partout, avec une réalisation signée Mohamedou Nabi Sarr. En Série A, la Sampdoria de Gênes et Benevento ont fait match nul, un but partout, avec une égalisation signée Keita Diao-Baldé, qui du coup renaît avec la Samp. En deuxième division espagnole, Amat Ndiaye Diédhiou a encore une fois sauvé les siens en inscrivant le seul but du duel entre le Real Mallorca et Albacete. En Turquie, Alassane Ndao est le seul qui a brillé ce week-end. Fatih Karagümrük est allé s'imposer sur la pelouse d'Istanbul Başakşehir de Demba Ba 1-0 avec une passe décisive de l'ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur en Belgique. Pour terminer, Ostende a largement battu Saint-Tron 3-1 avec un doublé signé Papa Matar Gueye, celui-là même qui avait inscrit un doublé en milieu de semaine. Alors, une information de dernière minute, Pape Malik, pour justement fermer cette page des sports. Pape Thiaw, entraîneur de Niary Tally, a été remercié. Tout à fait en difficulté depuis le début de la saison. L'entraîneur ou bien le technicien sénégalais reste figé à la zone rouge avec des chiffres qui ne plaident pas du tout en faveur du technicien. En effet, en 6 matchs, Niary Tally a obtenu une défaite et une victoire, et 5 défaites. Raison pour laquelle le technicien a été remercié cet après-midi. Et pour le moment, c'est bien son adjoint, à savoir Monsieur Souleymane Gueye, qui va donc assurer l'intérim en attendant, bien évidemment, de trouver un entraîneur. Adamanoj Kabas, on est donc tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Pape Malik, pour toutes ces actualités des sports. Mais avant de vous dire au revoir, une information à rappeler donc. Le domicile de la mère de l'ex-directeur des impôts, Mamour Diallo, domicile situé à Louga, a été incendié. Et les faits se sont déroulés aujourd'hui aux alentours de 15h. Des dégâts matériels importants ont été notés, mais aucune victime à déplorer. Les auteurs de l'incendie ne sont pas encore identifiés. Une plainte contre X a été déposée, une enquête ouverte. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, nous serons encore ensemble pour le 19h45.